Histoire Les Trois Citrons. Le sage a bien dit en vérité. Ne dites pas tout ce que vous savez et ne faites pas tout ce que vous pouvez. Car l'un et l'autre apportent un danger inconnu et une ruine imprévue. Comme vous entendrez parler d'une certaine esclave, qu'il soit dit avec tout le respect de Madame la princesse, qui, après avoir fait tout le mal en son pouvoir à une pauvre fille, s'en sortit si mal devant la cour, qu'elle fut juge de son propre crime et s'est condamnée au châtiment qu'elle méritait. Le roi de Longue Tour avait autrefois un fils, qui était la prunelle de ses yeux, et sur lequel il avait bâti toutes ses espérances. Et il attendait avec impatience le moment où il trouverait un bon parti pour lui. Mais le prince était si répugnant au mariage et si obstiné que, chaque fois qu'on parlait d'épouse, il secouait la tête et se souhaitait à 100 000 d'ici. De sorte que le pauvre roi, trouvant son fils têtu et pervers, et prévoyant que sa race allait finir, était plus irrité et mélancolique, abattu et découragé, qu'un marchand dont le correspondant a fait faillite, ou qu'un paysan dont le cul est mort. Ni les larmes de son père ne purent émouvoir le prince, ni les supplications des courtisans ne l'adoucirent, ni les conseils des sages ne purent le faire changer d'avis. En vain il mettait devant ses yeux les vœux de son père, les besoins du peuple et son propre intérêt, lui représentant qu'il était le point final dans la lignée de la race royale, car avec l'obstination de Carella et l'entêtement d'une vieille mule avec une peau épaisse de 4 doigts, il avait résolument planté son pied, bouché ses oreilles et fermé son cœur à toutes les agressions. Mais comme il se passe souvent plus de choses en 1 heure qu'en 100 ans, et que personne ne peut dire « Arrêtez-vous ici ou allez là-bas », il arriva qu'un jour, alors que tout le monde était à table, le prince coupait un morceau de nouveau. Fait du fromage. En écoutant les bavardages qui se déroulaient, il s'est accidentellement coupé le doigt. Et 2 gouttes de sang, tombant sur le fromage, faisaient un si beau mélange de couleurs que, ou bien c'était un châtiment infligé par l'amour, ou bien la volonté du ciel de consoler le pauvre père, le caprice saisit le prince de trouver une femme exactement aussi blanc et rouge que ce fromage teinté de sang. Puis il dit à son père, « Monsieur, à moins que j'aie une femme aussi blanche et rouge que ce fromage, tout est fini pour moi. Alors maintenant, décidez-vous, si vous voulez me voir vivant et en bonne santé, de me donner tout ce dont j'ai besoin. Parcourir le monde à la recherche d'une beauté exactement comme ce fromage, sinon je finirai ma vie et mourrai à petits pas. » Quand le roi entendit cette folle résolution, il crut que la maison lui tombait sous les oreilles. Ses couleurs allaient et venaient, mais dès qu'il reprit ses esprits et put parler, il dit « Mon fils, la vie de mon âme, le noyau de mon cœur, l'appui de ma vieillesse, quelle imagination folle a fait vous perdre la raison? Avez-vous perdu la tête? Vous voulez tout ou rien. D'abord vous ne voulez pas vous marier, exprès pour me priver d'un héritier, et maintenant vous êtes impatient de me chasser du monde. Oh, où irais-tu errer? Gaspillant ta vie? Et pourquoi quitter ta maison? Ton foyer? Tu ne sais pas quels travaux et quels périls il s'attirant. Se promenant et en errant. Laisse passer ce caprice, mon fils. Soyez raisonnable et ne voulez pas voir ma vie s'épuiser, cette maison tomber par terre, ma maison se ruiner. Mais ces paroles et d'autres entraient par une oreille et sortaient par l'autre, et tout était jeté sur la mer. Et le pauvre roi, voyant que son fils était immobile comme une tour sur un beffroi, lui donna une poignée de dollars et 2 ou 3 serviteurs. Et en lui disant adieu, il eut l'impression que son âme était arrachée de son corps. Puis, pleurant amèrement,
il se rendit sur un balcon et suivit son fils des yeux jusqu'à ce qu'il soit perdu de vue. Le prince partit, laissant son malheureux père à son chagrin, et se hâta de parcourir champs et bois, montagnes et vallées, collines et plaines, visitant divers pays et se mêlant à divers peuples, et toujours les yeux bien éveillés pour voir s'il pouvait trouver l'objet de son désir. Au bout de plusieurs mois, il arriva sur les côtes de France, où, laissant ses domestiques dans un hôpital avec des douleurs aux pieds, il s'embarqua seul dans un bateau génois et se dirigea vers le détroit de Gibraltar. Là, il prit un plus grand navire et s'embarqua pour les Indes, cherchant partout, de royaume en royaume, de province en province, de pays en pays, de rue en rue, de maison en maison, dans chaque trou et dans chaque coin, s'il pouvait trouver la ressemblance originale de cette belle image qu'il s'était représentée dans son cœur. Et il erra encore et encore jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à l'île des Ogresses, où il jeta l'ancre et débarqua. Il y trouva une vieille, très vieille femme, flétrie et ratatinée, au visage hideux, à laquelle il raconta la raison qui l'avait amené à la campagne. La vieille femme fut hors d'elle d'étonnement lorsqu'elle entendit l'étrange caprice et la fantaisie du prince, et les peines et les périls qu'il avait courus pour se satisfaire. Alors elle lui dit: « Dépêche-toi, mon fils. Car si mes 3 filles te rencontraient, je ne donnerais pas un sou pour ta vie, moitié vivante et moitié rôtie, une poêle serait ta bière et un ventre ton tombe. Mais partez aussi vite qu'un lièvre, et vous n'irez pas loin avant de trouver ce que vous cherchez. » Quand le prince entendit cela, effrayé, terrifié et consterné, il se mit à courir à toute vitesse et courut jusqu'à arriver dans un autre pays, où il rencontra de nouveau une vieille femme, plus laide encore que la première, à qui il raconta tout. Son histoire. Alors la vieille lui dit de même: « Va-t'en. À moins que tu ne veuilles servir de déjeuner aux petites ogresses, mes filles. Mais va tout droit, et tu trouveras bientôt ce que tu veux. » Le prince, entendant cela, se mit à courir aussi vite qu'un chien avec une bouilloire à la queue, et il continua ainsi, jusqu'à ce qu'il rencontra une autre vieille femme, assise sur une roue, avec un panier plein de petites tartes et de friandises sur le bras, et nourrissant un certain nombre d'ânes, qui alors se mirent à sauter sur la rive du fleuve. Une rivière et donnait des coups de pied à de pauvres cygnes. Lorsque le prince s'approcha de la vieille femme, après avoir fait 100 salams, il lui raconta l'histoire de ses pérégrinations. Sur quoi la vieille, le réconfortant par de bonnes paroles, lui servit un si bon déjeuner qu'il s'en lécha les doigts. Et quand il eut fini de manger, elle lui donna 3 citrons, qui semblaient fraîchement cueillis sur l'arbre, et elle lui donna aussi un beau couteau, en lui disant: « Tu es maintenant libre de retourner en Italie, car ton travail est terminé, et tu as ce que tu cherchais. Va donc ton chemin, et quand tu seras près de ton royaume, arrête-toi. À la première fontaine tu viendras couper un citron. Alors une fée en sortira et te dira: « Donne-moi à boire. Faites attention et soyez prêts avec l'eau, sinon elle disparaîtra comme du mercure. Mais si vous n'êtes pas assez rapide avec la 2e fée, ouvrez les yeux et veillez à ce que la 3e ne vous échappe pas, donnez-lui rapidement à boire, et vous le ferez. Ayez une femme selon votre cœur. » Le prince, fou de joie, baisa 100 fois la main velue de la vieille femme, qui ressemblait à un dos de hérisson. Puis, prenant congé, il quitta ce pays et, arrivant au bord de la mer, s'embarqua vers les colonnes d'Hercule et arriva dans notre mer, et après 1000 tempêtes et périls,
il entra dans un port à une journée de distance de son propre royaume. Là, il arriva dans un bosquet des plus beaux, où les ombres formaient un palais pour les prés, pour les empêcher d'être vus par le soleil, et descendant de cheval devant une fontaine qui, avec une langue de cristal, invitait le peuple à se rafraîchir les lèvres, il s'assit sur un tapis syrien formé de plantes et de fleurs. Puis il sortit son couteau du fourreau et commença à couper le premier citron, quand voilà. Il apparut comme un éclair une très belle jeune fille, blanche comme le lait et rouge comme une fraise, qui dit « Donne-moi à boire ». Le prince fut si émerveillé, ahuri et captivé par la beauté de la fée qu'il ne lui donna pas l'eau assez vite, et elle apparut et disparut en même temps. Qu'il s'agisse d'un coup porté à la tête du prince, qu'en juge celui qui, après avoir désiré une chose, la met entre ses mains et la perd aussitôt. Alors le prince coupa le deuxième citron, et la même chose se reproduisit, et ce fut un deuxième coup qu'il reçut au crâne. Alors, faisant deux petites fontaines de ses yeux, il pleura face à face, larme pour larme, goutte pour goutte, avec la fontaine, et soupirant il s'écria. Mon Dieu, comment se fait-il que je sois si malheureux? Sa fuite, comme si j'avais les mains liées, et je suis assis là comme un roc, alors que je devrais courir comme un lévrier. Ma foi, j'ai fait de la bonne main. Mais courage, homme, il y en a encore un autre, et 3 est le chiffre porte-bonheur. Ou ce couteau me donnera la chance, ou il m'enlèvera la vie. En parlant ainsi, il coupa le troisième citron, et la troisième fée sortit, qui dit comme les autres, « Donne-moi à boire ». Alors le prince lui tendit aussitôt l'eau, et voici, se tenait devant lui une jeune fille délicate, blanche comme un yuncut avec des stries rouges, une chose jamais vue au monde auparavant, d'une beauté sans comparaison, d'une justice au-delà des au-delà, d'une grâce plus que suprême. Sur ses cheveux, Jupiter avait fait pleuvoir de l'or, dont l'amour faisait ses traits pour percer tous les cœurs. Ce visage que le dieu de l'amour avait teinté de rouge, pour qu'une âme innocente fût pendue à la potence du désir. À ses yeux, le soleil avait allumé 2 feux d'artifice, pour enflammer les fusées des soupirs dans la poitrine du spectateur. Aux roses de ses lèvres Vénus avait donné leur couleur, pour blesser de ses épines 1000 cœurs amoureux. En un mot, elle était si belle de la tête aux pieds, qu'on n'en vit jamais une créature plus exquise. Le prince ne savait pas ce qui lui était arrivé, et restait stupéfait, regardant une si belle progéniture de citron. Et il se dit, « Es-tu éveillé ou endormi? Tchometielo? Tes yeux sont-ils ensorcelés ou es-tu aveugle? Quelle belle créature blanche est-ce? Sortie d'une écorce jaune? Quel fruit doux? Du jus aigre d'un citron? Quelle charmante jeune fille est née d'un pépin de citron? » Enfin, voyant que tout cela était vrai et qu'il ne s'agissait pas d'un rêve, il embrassa la fée et lui donna 100 et 100 baisers. Et après que 1000 paroles tendres eurent été échangées entre eux, paroles qui, pour décor, étaient accompagnées de baisers sucrés, le prince dit, « Mon âme, je ne puis t'emmener au royaume de mon père sans de beaux vêtements dignes d'une si belle personne. Et une assistance qui sied à une reine. Montez donc dans ce chêne, où la nature semble avoir fait exprès pour nous une cachette en forme de petite chambre, et attendez ici mon retour. Car je reviendrai sur elle, avant qu'une larme puisse sécher, avec des robes et des serviteurs, et t'emporter dans mon royaume. » En disant cela, après les cérémonies habituelles, il partit. Or, une esclave noire, envoyée par sa maîtresse avec une cruche pour chercher de l'eau,
arriva au puits, et voyant par hasard le reflet de la fée dans l'eau, elle crut que c'était elle-même et s'écria avec étonnement, « Pauvre Lucie! Que vois-je, moi si jolie et si belle? Et ma maîtresse m'envoie ici. Non, je ne le supporterai plus. » En disant cela, elle a cassé la cruche et est rentrée chez elle. Et quand sa maîtresse lui demandait, « Pourquoi as-tu fait ce mal ?» Elle répondit, « Je vais au puits seule. La cruche se brise sur une pierre. » Sa maîtresse avala cette vaine histoire, et le lendemain elle lui offrit un joli petit tonneau en lui disant d'aller le remplir d'eau. Alors l'esclave retourna à la fontaine, et voyant de nouveau la belle image reflétée dans l'eau, elle dit avec un profond soupir, « Moi, je ne suis pas une esclave laide, je ne suis pas une oie aux pieds larges, mais jolie et fine comme ma maîtresse, et moi non plus. Va à la fontaine. » En disant cela, écrasée encore, elle brisa le tonneau en 70 morceaux, et revint chez elle en grommelant, et dit à sa maîtresse, « C'est passé, le baquet est tombé au puits, et tout a été brisé en morceaux. » La pauvre maîtresse, en entendant cela, ne put se contenir plus longtemps, et saisissant un manche à balai, elle frappa si fort l'esclave qu'elle le sentit pendant plusieurs jours. Puis, lui donnant un sac de cuir, elle lui dit, « Cours, brise-toi le cou, misérable esclave, patte de sauterelle, scarabée noir. Cours me chercher ce sac plein d'eau, sinon je te pends comme un chien. Et je te donnerai une bonne raclée. » Les talons de l'esclave passèrent par-dessus sa tête, car elle avait vu l'éclair et redoutait le tonnerre. Et pendant qu'elle remplissait le sac en cuir, elle se tourna pour regarder de nouveau la belle image et dit, « Je suis idiote d'aller chercher de l'eau. Mieux vaut vivre selon son esprit. Une si jolie fille en effet pour servir une mauvaise maîtresse. » En disant cela, elle prit une grosse épingle qu'elle portait dans les cheveux, et se mit à faire des trous dans le sac de cuir, qui ressemblait à une place ouverte dans un jardin avec la rose d'un arrosoir faisant 100 petites fontaines. Quand la fée vit cela, elle éclata de rire. Et l'esclave l'entendant, se retourna et aperçut sa cachette en haut de l'arbre. Alors elle se dit, « Oh! Tu me fais battre? Mais tant pis. » Puis elle lui dit, « Qu'est-ce que tu fais là-haut, jolie fille ?» Et la fée, qui était la mère même de la courtoisie, lui raconta tout ce qu'elle savait et tout ce qui s'était passé avec le prince, qu'elle attendait d'heure en heure et d'instant en instant, avec de belles robes et des domestiques, pour l'emmener avec lui dans le royaume de son père où ils vivraient heureux ensemble. Lorsque l'esclave, pleine de méchanceté, entendit cela, elle pensa qu'elle mettrait entre ses mains ce prix. Alors elle répondit à la fée, « Tu attends ton mari? Je viendrai te coiffer et je te rendrai plus intelligente. » Et la fée dit, « Oui. Bienvenue comme le 1er mai. » Alors l'esclave grimpa sur l'arbre, et la fée lui tendit sa main blanche, qui ressemblait dans les pattes noires de l'esclave comme un miroir de cristal dans un cadre d'ébène. Mais à peine l'esclave commença-t-elle à peigner les mèches de la fée qu'elle lui enfonça soudain une épingle à cheveux dans la tête. Alors la fée, se sentant piquée, s'écria, « Colombe, colombe !» Et aussitôt elle devint une colombe et s'envola, sur quoi l'esclave se déshabilla, et faisant un paquet de tous les haillons qu'elle avait portés, elle les jeta à 1 mille de distance. Et elle était assise là, en haut de l'arbre, ressemblant à une statue de jais dans une maison d'émeraude. Peu de temps après, le prince revint avec une grande cavalcade, et trouvant un tonneau de caviar là où il avait laissé une casserole de lait, il resta un moment hors de lui avec étonnement.
Enfin il dit, qui a fait cette grande tache d'encre sur le beau papier sur lequel je pensais écrire les jours les plus brillants de ma vie? Qui a traîné dans le deuil cette maison nouvellement blanchie à la chaux, où je pensais passer un moment heureux? Vie, comment se fait-il que je trouve cette pierre de touche, là où j'ai laissé une mine d'argent, qui devait me rendre riche et heureux? Mais l'esclave rusé, voyant l'étonnement du prince, dit, ne vous étonnez pas, mon prince. Car, par un mauvais sort, je suis passé d'un lys blanc à un charbon noir. Le pauvre prince, voyant qu'il n'y avait aucune aide pour le mal, baissa la tête et avala cette pilule, et ordonnant à l'esclave de descendre de l'arbre, il ordonna qu'elle soit vêtue de la tête aux pieds de nouvelles robes. Alors, triste et attristé, abattu et affligé, il reprit le chemin du retour avec l'esclave dans son propre pays, où le roi et la reine, qui avaient fait 6 000 à leur rencontre, les reçurent avec le même plaisir qu'un le prisonnier se sent à l'annonce d'une sentence de pendaison, voyant le beau choix qu'avait fait son fils insensé, qui, après avoir voyagé si longtemps pour trouver une colombe blanche, avait enfin ramené à la maison un corbeau noir. Cependant, ne pouvant faire moins, ils abandonnèrent la couronne à leurs enfants et placèrent le trépied d'or sur cette face de charbon. Or, tandis qu'on préparait de splendides festins et banquets, et que les cuisiniers s'occupaient à plumer les oies, à tuer les petits cochons, à écorcher les chevreaux, à arroser les rôtis, à écumer les marmites, à hacher la viande pour les raviolis, à larder les chapons et à préparer 1000 autres gourmandises, une belle la colombe s'est précipitée vers la fenêtre de la cuisine et a dit, « Ô cuisinier de la cuisine, dis-moi, je t'en prie, ce que font le roi et l'esclave aujourd'hui. » Le cuisinier ne prêta d'abord que peu d'attention à la colombe, mais quand elle revint une seconde et une troisième fois et répéta les mêmes paroles, il courut à la salle à manger pour raconter la chose merveilleuse. Mais à peine la dame entendit-elle cette musique qu'elle ordonna que la colombe soit immédiatement capturée et transformée en hachis. Le cuisinier s'en alla donc, et il réussit à attraper la colombe et fit tout ce que l'esclave lui avait ordonné. Et après avoir ébouillanté l'oiseau pour le plumer, il jeta l'eau avec les plumes d'un balcon sur un lit de jardin, sur lequel, 3 jours plus tard, poussa un beau citronnier, qui grandit rapidement à sa pleine taille. Or il arriva que le roi, se dirigeant par hasard vers une fenêtre qui donnait sur le jardin, aperçut l'arbre qu'il n'avait jamais observé auparavant, et appelant le cuisinier, il lui demanda quand et par qui il avait été planté. À peine eut-il entendu tous les détails de la part de maître Paul Adel, qu'il commença à se douter de l'état actuel des choses. Il ordonna donc, sous peine de mort, de ne pas toucher à l'arbre, mais d'en prendre soin avec le plus grand soin. Au bout de quelques jours parurent 3 plus beaux citrons, semblables à ceux que l'ogresse avait donnés à Tchometielo. Et quand ils furent devenus plus gros, il les arracha. Et s'enfermant dans une chambre, avec une grande bassine d'eau et le couteau qu'il portait toujours à son côté, il commença à couper les citrons. Puis tout se passa entre la première et la seconde fée comme auparavant, mais quand enfin il coupa le 3e citron et donna à boire à la fée qui en sortait, voici, se tenait devant lui la même jeune fille qu'il avait laissée haut dans l'arbre, et qui lui racontait tous les méfaits que l'esclave l'avait fait. Qui peut maintenant dire la moindre partie de la joie que le roi éprouva devant cette bonne fortune? Qui peut décrire les cris et les sauts de joie qu'il y eut? Car le roi nageait dans une mer de délices et fut emporté vers le ciel dans un courant de ravissement. Puis il embrassa la fée et lui ordonna d'être joliment habillée de la tête aux pieds, et, lui prenant la main,
Il la conduisit au milieu de la salle, où tous les courtisans et les grands personnages de la ville étaient réunis pour célébrer la fête. Alors le roi les appela un à un et leur dit: Dites-moi, quelle punition mériterait celui qui ferait du mal à cette belle dame? Et l'un d'eux a répondu qu'une telle personne mériterait un collier de chanvre, un autre, un petit déjeuner de pierre, un troisième, une bonne raclée, un quatrième, une potion de poison, un cinquième, une meule pour une broche. Bref, l'un disait ceci et l'autre cela. Enfin il appela la reine noire, et posant la même question, elle répondit: Une telle personne mériterait d'être brûlée et que ses cendres soient jetées du toit du château. Quand le roi entendit cela, il lui dit: Tu t'es frappé le pied avec la hache, tu as fabriqué tes propres chaînes, tu as aiguisé le couteau et mélangé le poison, car personne n'a fait autant de mal à cette dame que toi-même. Vaurien, sais-tu que c'est la belle jeune fille que tu as blessée avec l'épingle à cheveux? Sais-tu que c'est la jolie colombe que tu as ordonné de tuer et de cuire dans une casserole? Que dis-tu maintenant? Tout cela est de votre faute. Et celui qui fait le mal peut s'attendre à du mal en retour. En disant cela, il ordonna que l'esclave soit saisi et jeté vivant sur un grand tas de bois brûlant, et ses cendres furent jetées du haut du château à tous les vents du ciel, confirmant la vérité du dicton selon lequel « Celui qui sème des épines ne doit pas marcher pieds nus ». Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.